On l'a vu dans la dernière vidéo, en 1969, à la suite de l'échec du référendum, De Gaulle démissionne. Alors, retenez bien cela, quand on a une vacance du pouvoir du président de la République, qui lui succède? Eh bien, c'est le président du Sénat. Et donc, pendant 2 mois, en 1969, le temps que les élections et de nouvelles élections s'organisent, c'est le président du Sénat, Alain Poher, qui va prendre l'intérim. En 1969, qui va lui succéder? Pompidou. Pompidou n'est pas nouveau dans l'histoire et dans l'esprit de Gaulle. C'est son parfait héritier, son parfait successeur. Il n'aurait, je pense, pas pu espérer mieux pour lui succéder. Pompidou, il est né en 1911 dans le Cantal. C'est un homme brillant qui fait une carrière intellectuelle, qui fait des études brillantes. Il est reçu premier à l'agrégation de lettres en 1934. Il enseigne à Hippocagne. C'est un des esprits les plus raffinés de son temps. Il rejoint De Gaulle à la Libération et pendant la traversée du désert de Gaulle de 53 à 58, Pompidou va intégrer la banque Rothschild dans laquelle il va se faire tout un tas de réseaux et que sa femme Claude va beaucoup apprécier et il va apprécier cette vie mondaine. Bon. Quand De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, il est nommé Premier ministre de 62 à 68. Il est le successeur de Michel Debré. Et il va être remplacé à la suite des élections législatives, en 68, par Maurice Couve-de-Murville. En 1969, c'est Pompidou qui prend la suite du général de Gaulle. Pompidou, il va vraiment moderniser la France. Il va lancer la France dans des politiques ambitieuses. La modernisation de l'agriculture qui fait de la France une puissance mondiale sur le plan agricole. Il va lancer la France dans des projets ambitieux. Je pense au TGV, je pense au réseau autoroutier, je pense à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le Pompidou est véritablement l'héritier du général de Gaulle sur la pratique du pouvoir. Pompidou, sur le plan culturel, c'est lui qui va notamment créer plusieurs chaînes de télévision. Au lieu d'avoir une seule chaîne, le RTF, on va avoir la 1, la 2, la 3. Pompidou va créer un musée d'art contemporain qui portera plus tard son nom, le musée et le centre Pompidou. Bon, seule erreur de Pompidou sur le plan culturel, la tour Montparnasse. Quand les Parisiens vont la voir sortir de terre, ils vont être inquiets de la laideur de cette tour et cela va refroidir toutes les intentions de créer des gratte-ciel dans Paris. Mais voilà, qui est cet homme, Georges Pompidou? Bon, le problème, c'est que à la télévision, dans les médias, on voit un homme avec le visage de plus en plus boursouflé, un visage de plus en plus fatigué, marqué. Bon, on sait que Georges Pompidou, d'après ce qu'il nous dit, il est atteint de grippe régulière. Bon, on s'inquiète pas plus que ça, mais son visage vraiment inquiète, gonflé. Et le 2 avril 1974, on apprend que Georges Pompidou est mort. C'est pas la grippe qui l'a tué, c'est un cancer rare du sang. Et la vacance du pouvoir va se poser, et c'est à nouveau Alain Poher, le président du Sénat, qui va prendre la suite pendant une intérim. À la mort de Pompidou, il y a de nouvelles élections. Il y a de nouvelles élections présidentielles qui n'étaient pas prévues, et pour la première fois, le candidat socialiste François Mitterrand arrive en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Plus de 40% des voix. Ce résultat-là est lié à la politique d'union des gauches. Les gauches et les partis de gauche se sont unis autour d'un seul candidat, François Mitterrand, autour d'un seul programme, le programme commun, et ce qui fait que le candidat de gauche arrive en tête du premier tour avec plus de 40%. En deuxième, on n'a pas le candidat gaulliste, Jacques Chaban-Delmas, soutenu par les partisans de Pompidou. On a un homme nouveau, 48 ans, qui perce et qui va réussir, pour ces élections-là, à quand même réunir les voix de la droite au deuxième tour, et il va remporter de justesse l'élection présidentielle de 1974. Ce qui a fait basculer, c'est notamment le débat présidentiel où Giscard d'Estaing lance à François Mitterrand « Vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand ». Et cette phrase l'a assassiné sur le plan politique pour les 7 ans à venir. Bon. Il a 48 ans, c'est le plus jeune président de la République de notre histoire avant l'élection de M. Macron.
Lui aussi, c'est un homme brillant. Il a fait de brillantes études, il est diplômé de l'ENA, il est diplômé de Polytechnique. Et il va mener la carrière d'un homme qui est ambitieux et qui veut jouer un rôle dans l'administration de la France. Il est inspecteur général des finances, il exerce plusieurs ministères sous De Gaulle et sous Pompidou, et il se présente à l'élection présidentielle de 1974 qu'il remporte. Bon. Giscard d'Estaing, de son jeune âge, lui, il se veut être le Kennedy des Français, avec sa femme Anémone qu'il traîne un peu partout. Anémone un peu gênée, mine de rien, qui n'a pas l'habitude et qui n'aime pas les caméras. Giscard veut moderniser la France. Il va s'entourer, dans ses ministères, de ministres plutôt jeunes, et il va s'entourer de femmes, notamment d'une femme, Simone Veil, qui va porter la loi phare de son septennat, la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, l'IVG. Bon, mais il ne fait pas que ça. Valéry Giscard d'Estaing, lui, il va autoriser la mixité dans les écoles, il va autoriser et dépénaliser l'adultère, il va autoriser le libre accès à la contraception. Valéry Giscard d'Estaing, dans sa volonté de moderniser le pays, il comprend très vite que l'ère qui vient, ça va être une ère de télécommunications. Et on va passer très rapidement, sous son septennat, de près de 2 millions de réseaux de télécommunications à près de 20 millions. Il comprend, d'ailleurs, aujourd'hui, à cette époque de confinement, on est tous sur nos téléphones pour essayer de garder contact avec nos proches. Valéry Giscard d'Estaing, il comprend cela. Il va lancer la France dans cette voie. Il va lancer le projet de la fusée Ariane, il va lancer la France dans l'énergie nucléaire, il va lancer la France également dans une politique plus respectueuse de l'environnement, il interdit la création de grandes voies dans les villes pour éviter un surplus de voitures, il va créer le Conseil du littoral pour éviter que les constructions se fassent trop près des côtes. Bref, c'est un homme un peu visionnaire et modernisateur. Sur le plan international, Valéry Giscard d'Estaing crée le G7, qui est une assemblée des 7 plus grandes puissances du monde. Il va donner de l'impulsion à la construction européenne en permettant au président du Parlement européen de se faire élire au suffrage universel. Je reviens un peu à la politique intérieure, c'est lui le premier qui va redonner le pouvoir aux Parisiens d'élire leur maire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Il va autoriser la retraite à 60 ans pour les travailleurs manuels. Bref, c'est un modernisateur. Le problème, c'est qu'il est dans une période où les 30 Glorieuses s'achèvent. En 1973, un an avant son élection, a lieu le premier choc pétrolier. On voit arriver quelque chose de nouveau en France, que l'on n'avait pas connu depuis les années 30, le chômage. Et un chômage qui va durer dans le temps et qui va provoquer une certaine misère sociale. Et Giscard d'Estaing va avoir du mal un petit peu à endiguer cela. Avec son ministre Raymond Barre, il va lancer la France dans des politiques de rigueur qui vont mal passer. On a un décalage entre l'image que Valéry Giscard d'Estaing a de lui-même, qui se veut modernisateur, le Kennedy à la française, et le ressenti des Français, certes des lois sociales, des lois modernisatrices sur le plan culturel, mais sur le plan économique, le septennat de Giscard d'Estaing ne va pas avoir les effets escomptés, et nous verrons la suite, les conséquences de son septennat en 1981 dans une